Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle journée avec. Bon, je fais cette intro bien après le tournage parce qu'en fait j'avais oublié de la tourner. Dans cet épisode, on va suivre Nathan, un médecin infectiologue à l'hôpital Bichat. Son service est monopolisé pour les patients Covid depuis presque un an et je vous propose de découvrir la situation de l'intérieur et de voir le quotidien d'un médecin. Bref, on va voir tout ça. Lui, c'est Nathan. Il est infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris, dans le service de maladies infectieuses et tropicales, le SMIT. C'est ici qu'ont été hospitalisés les premiers cas de suspicion de Covid en France. Et depuis, ce service, tout comme beaucoup d'autres sur le territoire, n'a pas arrêté d'en recevoir. Durant la journée où j'ai suivi Nathan, il a pris son service à 9 h du matin et ça commence par les transmissions. C'est-à-dire que l'équipe de nuit fait un point sur l'état des patients, les nouvelles arrivées, bref, tout ce qui a changé ou pas durant leur service pour que la nouvelle équipe soit au courant de tout. Il respirait à 30 par minute, je lui ai fait un peu d'aérosol parce qu'il était un peu spastique sur son asthme. Elle arrive à 96% sous 6 litres, une créate stable, une éosinopénie et pas de lymphopénie. Elle a au bilan biologique une CRP à 13. Donc ça paraît de donner un peu le tempo de la journée, quoi, qui est rentré, qui va sortir, de savoir quels lits sont libres pour admettre des nouvelles personnes. Visiblement, elles font une PCR Covid qui est non évocateur de Covid, avec Covid. Il y a beaucoup de patients Covid Ah bah nous on a que Covid. Ok, que Covid ici. Que Covid. D'accord. Nous on est deuxième étage. Tous nos lits c'est Covid, je crois que c'est 24 lits. Ok. Voilà. Tout au long de sa journée, Nathan va passer de l'auscultation des patients hospitalisés à des points d'équipe, des réunions de recherche, de l'enseignement et des consultations de jour. Les patients qui ont été hospitalisés dans le service reviennent quelques jours plus tard pour faire un suivi et vérifier que tout aille bien. C'est d'ailleurs par ça qu'il a enchaîné après la transmission du matin. J'ai fatigue encore. D'accord. Je suppose que c'est normal. Que c'est lié à la maladie. Ouais, ça arrive souvent en tout cas, après voilà. La maladie. Ouais. Il y avait une atteinte du poumon à 50%. Hein. 99 c'est parfait. Respirez. C'est bien, Covid ça évolue très bien, ça va récupérer. Hein, là, ça prend du temps, c'est normal. Merci beaucoup. Merci à vous. En fait, ils prennent rendez-vous un peu comme voilà. chez un médecin voilà. classique, généraliste, et puis ils viennent, mais sauf que c'est à l'hôpital. Voilà, exactement. Et entre-temps, toi, tu as tes patients au-dessus, et donc tu gères entre les deux. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, il y a les internes qui sont tout le temps avec eux, mais du coup, ils m'appellent régulièrement, et donc il faut qu'on fasse des points réguliers, qu'on discute. Notamment s'il y a quelqu'un qui s'aggrave, bon bah je monte pour appeler les réanimateurs, etc. Ça a dû être compliqué pendant la deuxième vague de gérer les deux, d'avoir à la fois les consultations de jour et à la fois... Même en dehors de la période Covid, si par exemple, enfin, service d'infectiologie, on aurait exactement le même fonctionnement. Ouais. La différence pour nous, c'est qu'il y a beaucoup plus d'aggravations, beaucoup plus d'appels de réa, beaucoup plus de décès. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de gens décédés, donc là on remplit quasiment un certificat de décès par jour. Parce que là, les gens qui sont ici ne sont pas en réanimation, ils ne sont pas sous respirateur, ils ne sont pas etc. C'est des gens qui, pour l'instant, sont dans un état stable. Et si ça se dégrade, on les envoie en réanimation, ça arrive à côté. Vous avez des jeunes aussi ou pas Oui, on a des jeunes, on peut regarder là un peu les âges. Là. 74 ans, notre monsieur de 60 ans, 55 ans, 42 ans, une femme là qu'on a depuis une semaine, qu'on va transférer aujourd'hui, qui a Covid et une atteinte neurologique inexpliquée pour l'instant, donc on la transfère dans le service de neurologie. Peut-être c'est lié au virus, on n'est pas certain. Et puis il y a beaucoup de symptômes qui se déclarent et pas forcément les mêmes chez tout le monde. Ah, tout à fait, c'est une maladie vraiment polymorphe, hein, parce que bon, la forme typique c'est la pneumonie, mais on a vu vraiment plein de choses avec ce virus. Donc bon, il y a la pneumonie, mais les atteintes neuro sont parmi les atteintes probablement les plus fréquentes. Il y a des gens qui sont confus, voire des tableaux qu'on appelle d'encéphalite, c'est-à-dire inflammation du cerveau. Et est-ce que quand on est jeune, on a moins de chances d'avoir cette problématique ou aujourd'hui? Alors oui. En fait, la gravité de la pneumonie est directement corrélée à l'âge. Mais les atteintes neurologiques, pas forcément. On a vu aussi des atteintes cardiaques. Donc des inflammations du tissu cardiaque, ce qu'on appelle des myocardites. Donc ça peut arriver aussi chez des jeunes. À un moment, il y avait beaucoup de jeunes avec des défaillances cardiaques liées à SARS-CoV-2 en réanimation. Amélioration progressive respiratoire, vous le ressentez que ça va mieux? Oh bah oui. D'accord. Respirez bien fort. Respirez. Donc il faut continuer à se protéger puisqu'il y a quelques cas extrêmement rares de réinfection. Allez, merci docteur. C'est important le suivi après post-Covid? Ouais, c'est important pour détecter les symptômes persistants et notamment ceux qui nécessitent une exploration. Donc IRM cérébral, scanner de thorax, épreuve fonctionnelle respiratoire, si vraiment la personne est trop essoufflée. Là, s'il avait désaturé, on aurait programmé des choses. Et le vaccin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as un point de vue là-dessus? Oui, moi je suis infectiologue. On est très pour les vaccins, mais pas par dogmatisme, parce qu'on sait que les vaccins, c'est probablement parmi les traitements qui ont sauvé le plus de vies dans l'histoire de l'humanité. Merci Pasteur.
C'est ça. On a eu ce SARS-CoV-2 là qui est arrivé, bon, décembre 2019, nous on a eu les premiers cas en janvier 2020. Ouais. Et puis bon, c'est devenu probablement la première pandémie à cette échelle là, du monde moderne. Et toutes les équipes de recherche, les plateformes vaccinales, les équipes académiques, les industriels, entier, tout le monde s'est mis à travailler sur Covid. Donc tous ceux qui peuvent travailler sur un vaccin ont travaillé sur le vaccin Covid. Donc il y a eu des moyens, c'était du jamais vu les moyens qui ont été mis pour trouver ce vaccin. Et finalement, ce qui explique aussi la vitesse à laquelle ça a été trouvé. C'est ça, et il y a une course, il y a une partie, c'est ce que j'explique souvent aux médias, c'est qu'il y a une partie de la course, elle est commune, et elle est collaborative. Toute cette partie où on identifie le virus, on le publie, on identifie les séquences, on étudie la structure de la protéine de surface, on publie, tout ça c'est le monde académique qui le fait, et cette recherche elle est accessible à tous. Ce qui fait gagner beaucoup de temps. C'est ça, donc il y a une vraie partie de la course qui est commune. Après le développement industriel, effectivement c'est compétitif entre les industries, mais il s'appuie sur un socle commun qu'on a construit avec des moyens inédits en fait. Et donc c'est pour ça que ça a été aussi vite, ça a été extrêmement vite, mais en même temps, rien, on n'avait jamais vu ça. Il y a des vaccins qu'on étudie depuis des années, le paludisme. Je suis sûr qu'en 2 mois, on a mis autant d'argent pour trouver le vaccin Covid qu'en 20 ans pour trouver le vaccin paludisme. C'est malheureux, hein, parce que le paludisme tue tous les ans, mais donc finalement, on voit que quand l'ensemble du monde vaccinal se concentre sur un objectif commun, on va très vite. Voilà. C'est ça. Vous aviez été suivi par Covido2, Covidom2 ? Il y a quelqu'un qui vous appelait tous les jours. Il parlait aussi qu'il était appelé tous les jours par Covid. Ah oui, alors ce qu'on a fait, et notamment ça a été très utile dans cette deuxième vague, c'est une fois que les gens ont été hospitalisés, et que ça commence à aller mieux, qu'ils ont de moins en moins besoin d'oxygène, on les laisse sortir avec une structure de suivi qui s'appelle Covidom2. C'est des médecins retraités de la PHP à qui on envoie le compte rendu et qui rappellent tous les jours pour vérifier que tout va bien. Si jamais il y a un problème, ils nous rappellent et on les réhospitalise. Nous, ça nous permet de faire sortir les gens beaucoup plus tôt et de gagner beaucoup de lits et donc de pouvoir réhospitaliser de nouvelles personnes. Là, qui m'a demandé si ce virus allait s'installer de manière durable au même titre que la grippe. Ouais, c'est une bonne question. On ne sait pas, ça va beaucoup dépendre de la vaccination. Mais comme il est probable qu'on n'ait pas 98% de personnes vaccinées, nous, on s'attend à avoir des cas régulièrement pour les années qui suivent. On n'aura probablement plus les vagues qu'on observe, mais on aura très probablement des cas sporadiques de Covid-19 régulièrement. Il pourrait y avoir une 3e vague d'ici là? Ah oui, là, notamment, en fait, je pense que ça ne va pas être les vaccins qui vont empêcher la 3e vague. Si on arrive à empêcher la 3e vague, ça va être grâce aux mesures barrières, à l'organisation du test, mais aussi de l'isolement, c'est très important, des gens qui sont testés positifs. C'est ça qui va nous éviter. Si ça, c'est pas bon, les vaccins ne feront rien là, sur cette temporalité de la 3e vague. Après les consultations externes, Nathan remonte dans son service où se trouvent les patients Covid hospitalisés pour faire le point avec son équipe. Les patients sont entre les mains d'internes et Nathan supervise le tout. Bonjour. Bonjour. Vous avez mal quelque part? Non. Non? On va écouter un peu les poumons, d'accord? Respirez fort. Ok. Il y a 2 types de patients. Il y a soit ceux qui n'ont pas besoin de réanimation, qu'on peut gérer pour l'instant ici, puis il y a ceux qui ne vont pas aller en réanimation. Parce qu'ils sont trop fragiles et la réanimation serait finalement ne leur apporterait rien et serait prolonger une situation où on arriverait en échec. Et globalement, on sait que si on intube quelqu'un de 90 ans, il n'a aucune chance en fait d'en réchapper. C'est beaucoup trop violent. Donc l'intubation et la réanimation, c'est un choc extrêmement violent qu'on fait à l'organisme et ça n'a pas d'intérêt pour les patients qui ne pourront pas surmonter ce choc. Est-ce que ça amène en fait à des situations assez terribles où les gens sont intubés, ils ont tous les supports d'organes qu'on peut faire, donc ils peuvent continuer à survivre dans un coma artificiel et sans aucun espoir de récupération. Ces gens-là, globalement, qui décèdent chez nous, c'est des gens qui ne peuvent pas supporter la réanimation et donc ils ne proposent pas la réanimation. Voilà. Ok, vous les gardez ici le temps que ça s'arrête. Donc soit c'est des gens très âgés, soit c'est des gens parfois moins âgés mais avec énormément de comorbidité. Bon, vous savez, on vous a dit, hein, vous avez Covid, vous savez quel jour on est, vous savez à quel étage vous êtes du bâtiment. Très bien. On fait ça et puis demain on se revoit tous les deux, ok? Les questions que tu as posées, c'était pour pouvoir tester psychologiquement. Ouais, voilà, si t'es un peu confus, ouais. Ouais, c'est important. Bon, il a quel âge? Il n'a pas l'air. 75. Entre 2 visites de patients, Nathan enchaîne les réunions de recherche autour du Covid avec d'autres médecins spécialistes pour mettre en commun leurs avancées.
Et tu fais beaucoup de réunions comme ça? 4, 5, 6, 7, 7, mais j'irai qu'à 5. Ok. Hier, j'avais 7 réunions aujourd'hui. Hier, j'en avais 4. En plus de tes consultations et de voir les patients Covid au-dessus. Ouais, non, mais c'est toujours... En fait, on s'ennuie pas. Non, c'est clair. Mais parfois, on est un peu tiré un peu partout, quoi. Certaines de ces réunions traitent aussi du vaccin, de sa mise en place et de l'inquiétude de certains Français sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste... On comprend pas, quoi. Mais ils comprennent pas, peut-être parce qu'on n'a pas expliqué, quoi, aussi. On comprend pas pourquoi ça va aussi vite, on comprend pas pourquoi on fait un nouveau truc. C'est vrai que moi, je serais pas infectiologue, je me dirais, bon, tout ça a l'air d'aller vite, quoi. Tu te feras vacciner, toi? Ouais, moi, je me suis inscrit même à Covirevac pour les essais cliniques. Parce que j'ai peur que la France reste vraiment à la traîne, à se taper encore plein de cas de Covid, parce qu'on n'a pas bien géré la communication vaccinale, quoi. Certaines chambres du service sont équipées d'un système de pression négative. C'est des chambres qui sont faites pour toutes les maladies émergentes. On a de quoi s'habiller, par exemple c'est Ebola, c'est tenue complète, les masques, cosmonautes. On attend que ça se ferme, et là-dedans tout en pression négative, donc il n'y a rien qui sort de la chambre. L'air ne peut que rentrer, donc on ne peut pas expulser des agents infectieux. Donc voilà, c'est les chambres. Les suspicions de MERS, on les a vues ici, de SARS, les suspicions Ebola, il y en a eu quelques-unes, il n'y a jamais eu de cas d'Ebola en France, mais les suspicions, on les voyait ici. Ouais. Normalement, on n'a pas besoin de toucher, comme ça, il y a même avec les mains, c'est une affaire automatique. Je suis docteur Péfer, elle est asthmatique. Elle est asthmatique connue et on a remis le traitement, là, on va lui refaire la presse. Merci. Au revoir, merci. On ne sort pas par le même endroit. On ne sort pas par le même endroit. Donc là, on a pareil, le truc où on n'a pas besoin de toucher, ça s'ouvre et il y a un deuxième sas. C'est par exemple si on était au Ebola, voilà, ou un protocole ultra précis, où vraiment on se déshabille complètement, on jette tout, on peut même prendre des douches. Ah oui, ici, il y a la douche pour quand on est par exemple sur une fièvre hémorragique virale, on se déshabille, on prend la douche, on a nos vêtements là de trucs, on a mis avant, on se rhabille et on part. C'est d'ailleurs dans ces chambres de ce service qu'ont été hospitalisés les premiers cas de Covid en France. Mais même si ces quelques chambres sont neuves, le manque de moyens des hôpitaux publics se fait sentir. Il y a un manque de moyens aujourd'hui dans les hôpitaux? Ah bah il y a un manque de moyens. Et pour tout le monde, c'est le problème, c'est aussi bien pour les structures d'aval, donc soins de suite et rééducation, il n'y a pas de place, les foyers, tout ce qui est pris en charge sociale. Il y a un manque de personnel, parce qu'on a tous plein de consuls, plein de machins et tout. On serait quand même beaucoup plus à l'aise avec un peu plus de praticiens. Globalement, il y a un manque de matériel, mais il y a des endroits où les lits sont tout défoncés, ils ne peuvent plus se lever, machin, on ne peut pas mettre les gens en position assise. Même certains logiciels utilisés par l'équipe médicale sont désuets. C'est insupportable. Actipido, là il n'a même pas compris que je l'avais ouvert. Hein. Donc je vais redémarrer l'ordi. J'ai un truc à faire. Voilà, ça va prendre 10 minutes. Bon, le truc est toujours pas allumé. Hein. Il y a un besoin de plus de gens, plus de place et plus d'argent. Et puis le problème, c'est qu'ils ont, là, je pense que c'est vraiment un problème majeur dans l'évolution du système public français, c'est qu'ils ont introduit la tarification à l'activité. Ils donnent de l'argent, une enveloppe d'argent à l'hôpital en fonction des actes. Donc, par exemple, on fait une fibroscopie, et ben, l'argent est donné, je sais pas, 500 €. Et donc, plus l'hôpital fait d'actes, plus il a d'argent, une enveloppe. Voilà. Le problème, c'est que naturellement, avec ce système où tout est tarifé, tout est coté, il y a des choses qui sont plus rentables que d'autres. Par exemple, faire des échographies cardiaques ou des fibroscopies, c'est un acte, peut aller relativement vite et puis c'est bien coté. Aller voir un patient, discuter pendant 20 minutes pour régler des problèmes de maladies chroniques, dépatouiller des dossiers compliqués et tout, c'est pas coté. Ça rapportera pas d'argent. Ça rapporte une journée d'hospice. Et en parallèle, c'est développé un système privé à but lucratif ou non lucratif, mais dont naturellement la tendance a été de privilégier ce qui est rentable. C'est-à-dire donc eux, ils font massivement et vite et dans un système comme ça, vraiment de rendement, des actes qui rapportent beaucoup. Le problème, c'est qu'ils nous laissent tous les actes qui ne rapportent pas. Donc l'hôpital public, il est obligatoirement déficitaire dans ce système, parce qu'il fait ce qui est complexe et mal payé, alors que le privé s'est positionné sur les créneaux de ce qui est à haut rendement et bien payé. Donc en fait, on est pris ou dans un système où on peut être que déficitaire et après on nous le reproche et on nous reproche que ça fonctionne pas bien et donc ce qui permet de justifier le fait qu'on réduise la part du public. C'est ça, et la charge de travail aussi par médecin et... Ah, la charge de travail est horrible, il y a des services où les chefs... Moi, il y a tous mes derniers services d'intérieur, les chefs de service ils m'ont dit moi je referai pas de l'hôpital public. Pourtant c'est des mecs, ils ont fait 50 ans chefs de service, de gros services de médecine interne, d'hématologie à Saint-Louis, à machin. Ils disent non mais ça se dégrade massivement. Je suis obligé de supplier pour pas perdre mes postes de praticien hospitalier. L'activité on croule sous le boulot quoi. Il y a des services vraiment où c'est horrible. Les gens partent. Donc voilà, c'est beau hein. Alors ça c'est quoi ça comme programme? Ça c'est le programme pour prescrire. Hein.
Ah ouais. Actipidose. Alors, originalité, on peut pas changer la dose d'un traitement. Il faut annuler le traitement. Hein, on dit par exemple celui-là là. Il faut l'annuler et en refaire un. Voilà, j'annule et puis je dois. Voilà, c'est joli, bam, opération en cours, ça prend du temps. Voilà, et là, donc je vais le remettre. Il faut que je le reprenne là, avec un petit truc, je le mets là. Après, il faut que je connaisse le nom exact du médicament, sinon le moteur ne le trouve pas. Je peux pas taper comme sur Google un truc à corriger et tout. Alors qu'il y en a énormément, d'accord? Ah, il y en a plein. Donc il faut le connaître exactement, il faut le choisir là. Alors, bah, là, j'ai pas choisi le bon. C'est pas facile, il faut mettre donc le soir 1 gramme, il faut vérifier parce que parfois on met 40 mg, mais en fait ici c'est coché comprimé, donc on a fait 40 comprimés, heureusement les infirmières font attention. 40 voilà. Comprimés. Ouais, et après, donc une fois que je l'ai mis, si par exemple je laisse comme ça, il retiendra jamais rien. Ah ouais. Ouais, et donc le traitement disparaît. Erreur classique de débutant du logiciel, il faut que je quitte la prescription du patient pour qu'il enregistre que j'ai fait quelque chose. Là il y a un écran qui nous dit tout le temps des interactions qui n'ont aucun sens. Donc on regarde même plus et on dit oui. Voilà. Et là ça prend un peu de temps. Et une fois qu'on a patienté, voilà, là on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Voilà. Quand même des logiciels un peu obsolètes. Insupportable. Et en plus celui-là, il fait que la prescription. On peut pas avoir d'examen biologique et tout, il faut aller sur Orbis. La moitié du temps il bug. Non, je sais pas ce qu'il fait. Nathan a enchaîné les réunions et les consultations jusqu'à la transmission du soir. Cette fois-ci, c'est à lui et à son équipe de faire le récap de ce qui s'est passé dans la journée pour en informer l'équipe du soir. Vu ton rythme de travail que tu as là, comment tu fais pour concilier vie pro et vie perso? Je vous cache pas que depuis le début Covid, voilà, la vie perso est un peu plus compliquée, ça prend énormément de temps, donc faut un peu sacrifier certaines activités, quoi. Comment on pourrait tous s'en sortir de ça? Il y a une solution miracle ou pas? Dans un monde idéal? Non, dans un monde idéal, bah, effectivement, je pense que de toute façon ça existait avant Covid, le problème de financement, avec un sous-financement chronique des hôpitaux. Et puis, bon, là, pour sortir de Covid, en tout cas, très certainement, le vaccin nous aidera à beaucoup diminuer le nombre de cas sévères, de cas hospitalisés, beaucoup de réanimations qui seront évitées grâce au vaccin. Et puis après, ce sera pendant cette période de transition, avant que les vaccins couvrent l'immunité de groupe, eh bien, ça sera le respect des gestes barrières, faire attention, avoir une politique de tests ciblés de haut niveau qui rendent les résultats rapidement et d'isolement qui permettent de ne pas créer des clusters et des transmissions secondaires. Et ça c'est important, quand on a le Covid, on s'isole quoi finalement. Tout à fait, nous quand nos patients sortent, ils sont parfois encore contagieux, bah, on leur dit il faudrait que la personne, là tout à l'heure je discutais au téléphone avec le petit-fils d'une patiente, il faut que les personnes mangent dans une pièce seule parce qu'ils enlèvent le masque, quand ils interagissent avec les membres de la famille, sinon ils aient toujours le masque, à la fois les personnes de la famille et la personne malade. Toi tes études, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir infectiologue? Il y a peut-être des gens qui veulent devenir infectiologue. Ouais, donc il faut faire une première année des études de santé, là, ce qu'on appelle la PACES. Après choisir médecine. Et c'est jusqu'à 6e année où on valide notre 2e cycle des études médicales. Après ces 6 ans, on passe l'examen national classant qui permet de classer les gens et comme ça ils choisissent leur ville et leur spécialité. Sachant qu'infectiologie, c'est une des spécialités les plus demandées en France. Et ensuite, on fait 5 ans de formation en tant qu'interne d'infectiologue. On valide notre thèse de médecine, on devient docteur, et après, bah, on arrive dans le poste où je suis actuellement, donc chef de clinique ou assistant spécialiste dans un hôpital. Et ensuite, en espérant avoir un poste titulaire dans l'hôpital qu'on choisit. Moi, je me suis arrêté 2 ans pour faire une thèse de sciences, qui m'a pris 2 ans en plus, donc c'était 14 ans en tout, avant là d'être chef de clinique ici à Bichat. Ok, 14 ans d'études. Ouais. Supérieur. Ouais. Tu fais combien d'heures par semaine juste pour info? Bah, ça dépend des semaines, là par exemple cette semaine, bon bah 73, 74 heures cette semaine. 14 heures par semaine. Mais ça c'est la semaine vraiment un peu lourde avec la semaine de week-end, avec le demi-garde. Les semaines plus tranquilles, on fait plutôt entre 55 heures à peu près. Parfait, ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Pas de soucis, merci beaucoup. C'est très gentil à toi et je vais te laisser continuer de bosser. Merci. Super, allez merci beaucoup. Voilà, je quitte le SMIT de l'hôpital Bichat, je quitte Nathan également, je vais le laisser finir sa journée, finir sa demi-garde tranquillement. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris plein de trucs également. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo. Salut!